Ça y est, l'événement est ouvert. Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire autour du pilotage de l'irrigation. On est ravis d'ouvrir cette session aujourd'hui 28 mars. Ce qu'on vous propose, c'est d'attendre quelques secondes, minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne. On voit les chiffres qui montent, donc on est déjà plus de 50, 55. Voilà, donc on va se laisser encore quelques secondes. L'occasion pour nous d'introduire la session. Donc, on va faire aujourd'hui un webinaire sur le sujet du pilotage de l'irrigation, sur un format un peu innovant, un format de questions-réponses. Donc, voilà, c'est une session qu'on a voulu essayer. Vous a donné la possibilité, en fait, de poser vos questions sur les solutions d'irrigation de Sencrop depuis quelques semaines. Questions qu'on a sélectionnées et auxquelles on a choisi de vous adresser nos réponses aujourd'hui afin de vous permettre de mieux appréhender ces solutions. Écoutez, je vous propose de démarrer, c'est parti. On va commencer d'abord avec la présentation de nos intervenants. Je vous fais évoluer le partage. Parfait. Et Thibaut, je vais te laisser te présenter. Merci Antoine. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Thibaut. Je travaille chez Sencrop en tant que chef produit agronomie avec les missions en charge notamment sur l'irrigation. C'est pour ça, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'irrigation ensemble. Et bonjour à tous. Donc moi, c'est Nicolas Maupu. Ça fait 7 ans que je travaille pour l'entreprise Sencrop, ingénieur agronome, et aujourd'hui, je suis responsable commercial sur le marché français. Merci Nicolas, merci Thibaut. Et je finis le tour des présentations. Antoine Simon, je suis en charge des partenariats agronomiques et j'aurai l'occasion d'animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, nous avons fait les présentations de notre côté. Maintenant, c'est à votre tour de nous dire quel professionnel de l'agriculture vous êtes. Et je vais demander à la régie de démarrer le sondage maintenant, qui va vous permettre de nous dire si vous êtes agriculteur, chercheur, conseiller, ETA, distributeur ou autre, vous nous dites, et ça va nous permettre d'adapter un peu le discours en fonction du profil. Donc, le sondage, vous allez pouvoir le retrouver en bas à droite, normalement, de votre écran. Il y a un encart sondage et j'espère que ça va se déclencher. Ah, Juste, oui. bonjour, désolée, j'interviens. C'est pour savoir parce que il semblerait que je ne puisse pas lancer le sondage. Est-ce que l'un de vous trois pourrait cliquer du coup sur l'onglet pour voir si vous avez la main dessus ou non? Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que nous n'avons pas la main sur le sondage, malheureusement. Ça fait partie des joies du direct. Eh bien, c'est tout. C'est pas grave. On ne saura pas malheureusement qui est notre audience aujourd'hui, même si on a déjà fait nos recherches et on sait que vous êtes quand même une majorité d'agriculteurs. Mais écoutez, c'est tout, c'est comme ça. Donc, on va pouvoir avancer. Et on avait un autre sondage par rapport aux cultures. Donc, pareil, je pense que malheureusement, on ne saura pas, mais on sait que dans l'audience, aujourd'hui, on va parler de solutions qui vont s'adresser aux différentes problématiques des cultures. Ah, je vois que le sondage vient d'arriver à l'instant. Donc, je vous propose quand même de le remplir. Donc, c'est en bas à droite. Vous allez commencer donc par le premier sondage. Je vous propose de répondre tout de suite. Toc. Donc ça y est, ça se complète en direct. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en train de faire le premier sondage, donc en bas à droite de votre écran, si vous voulez bien aller répondre à la question. Et donc, écoutez, on voit que finalement, le sondage nous donne tort, puisque on est plutôt sur un public à 60% de distributeurs et conseillers et à peu près 20% d'agriculteurs, et le reste en recherche et autres. Voilà, donc plutôt sur un profil technicien aujourd'hui, avec quand même nos agriculteurs présents. Parfait. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième question. Je pouvais proposer à la régie, pareil, de nous donner le sondage. Donc, je vous laisse répondre. C'est le même topo.
Donc, vous pouvez soumettre vos réponses. Très bien. Donc, ce qu'on observe sur les cultures, eh bien, c'est qu'on a 25% de viticulteurs ou plutôt de professionnels de l'agriculture qui sont concentrés sur la viticulture. Et ensuite, ressortent dans les cultures de printemps les pommes de terre, maïs. Et après, dans une moindre mesure, on a de l'arboriculture, du maraîchage. Ok, très bien. Donc, ça va nous aider à un peu aussi adapter nos propos. Merci finalement d'avoir répondu à ce sondage qui a fonctionné. Et on va pouvoir rentrer maintenant dans le contenu de ce webinaire avec une introduction sur l'irrigation. Donc, effectivement, juste, on ne va pas faire un grand topo sur l'irrigation France, mais on a trouvé que c'était important de rappeler un peu le contexte dans lequel on a souhaité se positionner Cencrop. Un contexte où le pilotage de l'irrigation devient de plus en plus important. Le bon pilotage de l'irrigation, ça s'ancre dans deux grands volets. Le premier, c'est évidemment agronomique. Donc, dans le contexte de dérèglement climatique, il y a des enjeux sur maintenir d'avoir une réponse aux bons besoins en eau des cultures, qui sont souvent plus atteints vu les étés qu'on a connus. Et on sait que les pertes de rendement sont directement corrélées avec les stress hydriques au niveau des plantes. Donc, il y a vraiment un enjeu de piloter l'irrigation par rapport aux besoins des cultures. Et on sait également qu'une mauvaise irrigation, une surirrigation peut être contre-productif avec des risques d'asphyxie racinaire, par exemple. Et donc, le pilotage de l'irrigation est clairement un enjeu très important d'un point de vue agronomique, en parallèle d'un contexte économique et réglementaire qui également favorise ce pilotage de l'irrigation. On sait qu'il y a de plus en plus d'enjeux sur les restrictions d'accès à l'eau, avec un impact environnemental sur les nappes phréatiques. Donc clairement, ces outils vont demain nous permettre de bien gérer l'eau collectivement sur les territoires et aussi de justifier pourquoi les agriculteurs irriguent. Dans un contexte aussi économique, avec la hausse du prix de l'énergie, où on est sur des prix au niveau des tours d'eau qui sont importants. Selon nos chiffres sur l'été 2023, on était à 60 € par hectare sur un tour d'eau de 30 mm. Donc, on sait qu'effectivement, piloter son irrigation, ce n'est pas non plus anodin sur la performance économique d'une ferme. Donc, ça, c'est le contexte du pilotage de l'irrigation. Et au global, on sait que l'irrigation en France augmente au niveau agricole. À gauche, on a la photo en 2023 des surfaces irriguées. On estime qu'on est à peu près à 7% de la SAU qui est irriguée. Ça représente un petit peu moins de 2 millions d'hectares. Sur la carte, qui est juste en dessous à gauche, on observe les régions et les départements donc, où l'irrigation en termes de pourcentage de la SAU est le plus important. Donc régions qui ne nous surprennent pas, sud-ouest, vallée du Rhône, pourtour méditerranéen, également région centre-Val de Loire. Mais quand on regarde à droite, évidemment, c'est bien sûr dans les régions des Hauts-de-France et Grand Est que l'irrigation est le plus fortement en hausse entre 2010 et 2020, une hausse moyenne au global de 23%. Donc, d'une part, le pilotage de l'irrigation est de plus en plus important, mais également l'irrigation en France est de plus en plus importante. Donc, c'est tout ce contexte-là, évidemment, dans lequel nous, Cencrop, on a décidé de proposer ces solutions de pilotage de l'irrigation. Et la raison pour laquelle on a choisi de le faire, c'est qu'on pense qu'on est bien positionné pour trois grandes raisons principales sur ce pilotage de l'irrigation. La première à gauche, c'est le fait qu'on est déjà connecté digitalement aux agriculteurs, avec un peu plus de 22 000 agriculteurs déjà connectés au service Cencrop en France aujourd'hui. Et ça s'appuie sur une équipe software de l'application, donc Cencrop chez nous, qui est en mesure d'apporter un outil très simple et accessible pour les agriculteurs, avec une moyenne d'utilisation de 1,8 connexions par agriculteur par jour. Donc, par rapport au monde agricole, c'est assez énorme en termes de connexions déjà établies, on va dire. Le pilier du milieu, c'est qu'on a déjà des données ultra-locales au niveau des parcelles grâce à nos stations, nos capteurs, donc 35 000 stations en Europe, avec un savoir-faire à la fois sur les capteurs, amener à être capable de sourcer de nouveaux capteurs pour répondre aux problématiques des agriculteurs et aussi de travailler la donnée qui en est issue, d'avoir une équipe qui peut faire du contrôle qualité de cette donnée et de la restituer pour les agriculteurs. Et enfin, le troisième pilier, c'est qu'on ne travaille pas seul. On s'entoure d'une communauté d'experts, on apporte la solution en lien avec des partenaires en région et on a des conseillers, des techniciens. Donc, on a vu dans la réponse au sondage que vous étiez une majorité sur cette population qui sont déjà connectés dans l'écosystème de Cencrop et demain capables de suivre les risques, les stress hydriques sur les parcelles des agriculteurs. Donc, c'est pour ces trois raisons qu'on pense qu'on est bien positionné pour demain amener des solutions sur le pilotage de l'irrigation.
Donc, nous, au niveau de Sencrop, et on va avoir l'occasion de rentrer vraiment dans le détail de ces solutions, on est parti sur 2 approches pour le pilotage de l'irrigation. Tout d'abord, à gauche, c'est l'offre qu'on lance cette année. C'est une approche de sonde de sol, et plus précisément de sonde capacitive, donc on appelle Soil Crop, qui est un produit qu'on a lancé très récemment et qui a l'avantage d'être une mesure directe donc, de l'humidité et de la température du sol. Également l'avantage d'être une solution, on n'est pas les premiers Sencrop à arriver sur ce marché, qui est connu des agriculteurs et de leurs conseillers, puisque la sonde capacitive, ça fait bien une dizaine d'années qu'elle est déjà déployée sur le marché agricole en France, mais également avec des contraintes, une contrainte sur la qualité de l'installation qui est nécessaire pour garantir une qualité de données, également des enjeux de représentativité avec l'hétérogénéité des types de sols. Mais on aura l'occasion d'en rediscuter, de replonger dans les détails avec Thibaut et Nicolas. Enfin, à droite, notre autre approche qui est le bilan hydrique. Donc ça, c'est une offre qu'on a déjà lancée commercialement depuis 2022, donc qu'on appelle IRICROP, qui est clairement donc l'association de nos 3 capteurs, donc pluviomètre, le RainCrop, anémomètre, donc le WindCrop, et donc le capteur que nous avons breveté, qui est le SolarCrop, qui est un capteur d'irradiance. Et c'est la combinaison donc, de ces 3 stations, de ces 3 capteurs, qui permet de calculer une évapotranspiration. On aura l'occasion aussi d'y revenir avec Thibaut. Donc cette solution, clairement, c'est un bilan hydrique, c'est une donnée calculée et non pas mesurée dans le sol, mais qui a l'avantage d'être plus facilement déployable, qui peut permettre de contrôler plusieurs parcelles, donc d'être plus largement adapté sur une exploitation, mais également donc, qui donne un calcul d'une tendance de l'état hydrique du sol qui n'est pas une mesure, donc qui vient à prendre aussi tel que c'est, c'est-à-dire un bilan hydrique. Donc, voilà un petit peu pour l'introduction. Vous connaissez notre contexte, vous connaissez nos approches. On va avoir l'occasion de répondre aux questions que nous avons listées ici. Mais si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions dans cette liste, nous vous invitons à aller dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran pendant ce webinaire et de poser vos questions. On aura l'occasion de les reprendre à la fin de la session. Et vous pouvez également voter pour les questions qui sont les plus pertinentes. C'est celles-là qu'on traitera en priorité. Donc, dans la liste des questions, on reviendra sur le bilan hydrique, sur notre capteur d'irradiance, sur comment calibrer en fait son bilan hydrique dans Sencrop, la notion de réserve utile également. On viendra aussi sur l'action qu'on peut prendre sur ces outils, comment est-ce qu'on déclenche l'irrigation avec ces outils. Et enfin, on fera une passe sur la partie sonde de sol avec la comparaison entre sonde capacitive et sonde tensiométrique. Voilà pour le programme. Sans plus attendre, on enchaîne avec la partie bilan hydrique. Et Thibaut, je vais te laisser la main. Merci Antoine pour cette première introduction. Donc, je vais essayer de vous apporter quelques éléments génériques sur comment un bilan hydrique, de manière générale, est calculé. Et on reviendra peut-être par la suite sur comment on l'utilise chez Sencrop dans notre application. Donc, un bilan hydrique aujourd'hui, c'est quoi? C'est un bilan, ça porte très bien son nom. On va avoir une entrée d'eau, une sortie d'eau, et ce différentiel, on va venir le suivre de manière journalière. Aujourd'hui, comme l'a dit Antoine, grâce à la solution IRICROP, on va pouvoir calculer les sorties d'eau, c'est-à-dire l'ETP, l'évapotranspiration potentielle, qui va dépendre simplement des conditions climatiques. Ces conditions climatiques, grâce au capteur, on va mesurer donc l'irradiation solaire de manière ultra-locale, la vitesse du vent grâce au WindCrop de la même manière, et la température hygrométrie grâce au RainCrop. Donc ces 3 capteurs nous donnent l'évapotranspiration potentielle. En parallèle, on va avoir les entrées d'eau qui sont la pluie et les données d'irrigation. La pluie, on la mesure directement grâce au RainCrop, et les données d'irrigation sont renseignées par l'agriculteur suite au tour d'eau qu'il aura fait dans sa parcelle. Et ensuite, il va nous manquer 2 éléments. Le sol, pour déterminer la réserve hydrique. Donc la totalité, le maximum qu'on va être capable d'aller chercher, que la plante va être capable d'aller consommer dans le sol. Et cette plante, justement, avec des stades, donc un développement de la plante qui va conditionner et la prospection racinaire et la partie consommation d'eau, dépendant des stades. Voilà. Donc, pour commencer sur la partie réserve utile, je rappelle rapidement le concept, vous la connaissez dans tous les cas tous
toutes et tous, mieux que moi, aujourd'hui, une réserve utile, c'est la capacité d'un sol à stocker de l'eau. Cette totalité, on va ensuite la séparer en plusieurs parties. La réserve facilement utilisable et la réserve de survie. Cette réserve facilement utilisable, c'est quoi? C'est un point où la plante n'aura pas besoin d'aller, n'aura pas besoin de beaucoup de force pour aller extraire l'eau qui est présente dans le sol. Donc, on va parler de confort hydrique dans cette période-là. Quand on passe en zone de réserve de survie, là, l'eau, elle va être plus difficilement accessible pour la plante. Le sol va plus la retenir et donc la plante va devoir dépenser plus d'énergie pour aller chercher l'eau dans le sol. C'est là qu'on va avoir cette notion de stress hydrique qui va commencer. Donc, comme vous le voyez sur le graphique sur la gauche, on matérialise ces deux zones et notre courbe vient évoluer en fonction des entrées et des sorties. Sur la slide suivante, merci Antoine. Pour la partie plante, ce qui est très important, évidemment, c'est et le développement aérien et le développement racinaire. Donc ces deux parties-là, on va les calculer sur une base de phases. Donc on va parler de phase de plantation, phase de croissance, phase de fructification et phase de récolte, qui représentent un cycle en fait végétatif. Et donc, la consommation en eau, c'est le fameux KC qu'on peut voir sur la courbe, qui va évoluer en fonction du stade de la plante. De la même manière, le développement racinaire, quand on va aller semer la culture, on n'aura pas accès à la totalité de la réserve hydrique potentielle, du réservoir utile. Donc on va aussi modéliser ce développement racinaire pour vraiment, dès les débuts du bilan hydrique, consommer uniquement ce qui est consommable par la plante, bien évidemment. Donc, sur cet aspect de consommation d'eau et de disponibilité en eau, la plupart des modèles hydriques, des modèles de bilan hydrique, en fait, prennent en compte un coefficient aussi qu'on appelle le KS. Donc, c'est très simple, c'est un coefficient de stress. Ce coefficient de stress, il est lié très simplement à la modélisation de la fermeture des stomates. Donc, une plante, quand elle n'a plus d'eau, elle va se mettre en protection. Et à ce moment-là, elle va fermer ses stomates. C'est exactement ce qu'on vient modéliser ici. Quand la RFU quand on passe dans la réserve de survie, le coefficient de stress va augmenter. Et donc, quand on n'a plus d'eau, en fait, ce coefficient de stress, la plante est complètement bloquée, les stomates sont fermés, et donc elle ne consomme plus d'eau. Et donc, la dernière partie d'un calcul de bilan hydrique, on va prendre en compte cette partie-là sur le coefficient de stress. Merci Thibaut de nous avoir rappelé comment fonctionne un bilan hydrique, ça ne nous a pas fait de mal. Je te propose maintenant de prendre la question suivante par rapport à notre capteur d'irradiance. Il y avait une question sur la nécessité d'avoir un capteur d'irradiance dans la parcelle ou est-ce qu'on peut utiliser un capteur d'irradiance pour piloter plusieurs parcelles? Voilà. Je te propose de répondre à celle-ci. Ouais, tout à fait. Donc, ce capteur d'irradiance, le Solar Crop, donc, qui a été lancé, c'était en 2022. Aujourd'hui, avec un Solar Crop, on va pouvoir gérer plusieurs parcelles. Donc, le rayonnement solaire, l'irradiation solaire qu'on va mesurer avec ce capteur, on estime chez Syncrop qu'on peut placer un capteur et avoir un périmètre d'action de 15 km autour. Donc, sur une exploitation avec un parcellaire assez regroupé quand même, on va être capable de gérer la totalité des parcelles grâce à un seul capteur. Malgré ça, pourquoi on a déterminé ce périmètre d'action de 15 km? Donc, sur l'année précédente, on a fait des études où on a placé deux solar crops à 5 km l'un de l'autre et donc mesuré en cumulé l'évapotranspiration. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait 0 mm d'écart, donc pas de différence significative entre deux capteurs espacés de 5 km. On a refait le même calcul, mais avec cette fois-ci deux capteurs à 20 km l'un de l'autre. Et là, on arrivait sur 50 mm d'erreur. 50 mm d'erreur, c'est 2 tours d'eau. Ça représente environ 5 à 10%
d'un bilan total, mais ça reste 2 tours d'eau quand même. Donc c'est pour ça on préconise l'utilisation de 15 km aujourd'hui, et ce qui fonctionne plutôt très bien sur le terrain. On a déjà pas mal de capteurs, et voilà, ça permet de suivre tout ça. Merci. Ouais, je te propose d'enchaîner sur la partie calibration du coup du bilan hydrique. Ouais, donc cette partie-là, je vous ai expliqué un peu comment fonctionnait le bilan hydrique juste avant. Voilà, de manière générale. Maintenant, plus concrètement, dans l'application Cencrop, on va voir comment calibrer ces informations, comment utiliser en fait l'application pour vraiment paramétrer au mieux son bilan hydrique, pour mettre toutes les chances de son côté, aussi avoir accès aux meilleures données. Un bon bilan hydrique, il faut qu'il soit calibré, forcément. Donc la première partie en fait à calibrer, aujourd'hui, chez Cencrop, on démarre un bilan hydrique au 1er janvier. Et au 1er janvier, on dit qu'on a accès à 100% de la réserve en eau. Cette information-là, elle peut être biaisée dans certains cas, donc ça demande recalibration. Bon, vous vous souvenez tous de l'année dernière, en 2023, où au 1er janvier, on était loin d'être à 100% des nappes phréatiques remplies, contrairement à cette année pour le coup. Mais voilà, l'année dernière, on a dû recalibrer nos bilans dès le démarrage, avant même que la culture soit semée. Donc, on vient démarrer au 1er janvier, et une culture, par exemple, de maïs qu'on vient semer au mois d'avril, on va malgré tout commencer à modéliser et récupérer de la donnée pour que notre bilan s'auto-calibre. C'est-à-dire les pluies et les évapotranspirations, même si elles sont très faibles, il y a quand même de l'évaporation, plutôt, on va parler d'évaporation, au niveau du sol. Donc, ce calibrage en début de campagne est très important. Pour le faire, on peut soit s'appuyer sur des outils de mesure d'humidité en temps réel, des petits capteurs qui permettent de mesurer l'humidité en temps réel, en un coup, ou on a également des cartes de suivi hydrique des sols. Météo France propose ce genre de cartes aujourd'hui, peu précises, mais qui permettent en tout cas d'initialiser un bilan de manière suffisante, en tout cas, pour démarrer une campagne. Ensuite, les autres informations qui sont primordiales, comme je vous le disais, c'est le sol. Pour calibrer un sol, aujourd'hui, on a 2 informations vraiment très importantes, c'est donc l'ARU et la part de RFU-RS. RFU, réserve facilement utilisable, et réserve de survie. Et donc, comment on va splitter cette information-là. Donc, pour la RU, aujourd'hui... Pardon, ouais, pas de problème. Pour la RU, on a besoin aujourd'hui d'une granulométrie ou d'un type de sol qui nous permet de déterminer de manière... c'est des calculs, en fait, on a des équations mathématiques qui nous permettent de calculer la RU d'un sol, donc approximative. Et cette information-là, vous pouvez la modifier directement si vous avez des niveaux d'information plus précis. On en reparlera par la suite, je vous présenterai quelques méthodes pour estimer la RU d'un sol, justement. Et ensuite, la séparation entre réserve facilement utilisable et réserve de survie, elle va dépendre de 2 critères. La culture dans un premier temps, mais également le type de sol. Arvadis préconise toujours dans les sols argileux de modifier un petit peu la part de RFU par rapport à des valeurs classiques, on va dire. Donc voilà, ces informations-là, vous les renseignez dans l'application Cencrop, et tout ça peut se calibrer manuellement, mais dans un premier temps, il y a un niveau automatique qui est fait. Et donc le dernier point, comme je vous disais, c'est la calibration des stades de croissance. Donc aujourd'hui, on l'a rendu disponible pour un peu plus de 20 cultures, qui finalement représentent, donc c'est les cultures qui sont les plus utilisées actuellement dans Cencrop, mais ça représente aussi très bien voilà, les cultures qu'on peut avoir en France, qui sont cultivées en France. Et donc pour ces cultures-là, vous pouvez ajuster les dates d'apparition de stades afin d'adapter la consommation quotidienne en eau et la prospection racinaire. Comme j'expliquais juste avant, ces 2 critères sont très importants et dépendent du stade. Et bon, potentiellement, on a des années où les stades vont être un peu plus rapides que d'autres. Voilà. Donc ça permet vraiment en saison de recalibrer ces informations. Voilà pour la partie calibration. Et je vais enchaîner tout de suite sur ce que je vous disais tout à l'heure, comment évaluer la réserve utile d'un sol. On a des méthodes aujourd'hui bien différentes, avec des niveaux de précision aussi différents. Mais voilà, le premier, aujourd'hui, on va avoir des cartes
de réserves utiles éditées par différentes sources. Donc voilà, c'est disponible. C'est des cartes qui sont à l'échelle du territoire. On va avoir des pixels d'1 km². Donc ça va permettre de gérer plutôt des îlots de parcelles, non pas on va pas descendre à la finesse de la parcelle, mais plutôt des îlots de parcelles en tout cas, et se donner une approximation aussi du niveau de réserve utile qu'on pourrait avoir. Ensuite, on a des méthodes qu'on appelle de pédotransfert. Donc c'est le choix qu'on a fait chez Syncrop pour avancer. C'est des équations mathématiques qui vont, grâce à la granulométrie, traduire une réserve utile, se traduire en réserve utile. On va utiliser votre granulométrie et calculer la réserve utile. Et donc, là, on a la chance de descendre au niveau parcellaire, puisqu'on peut faire une analyse de sol par parcelle. Et donc, le dernier point, ça va être plutôt l'aspect, travailler avec des laboratoires sur des analyses de sol et analyses de réserve utile, qui sont très souvent couplées avec des analyses en fosse pédologique. Ouvrir une fosse, ce sera le meilleur moyen pour déterminer la profondeur du sol, les différentes couches de ce sol, pour aller déterminer également, qu'est-ce qu'on a, comment mon sol, quelle couche de sol on va avoir sur la profondeur, et donc quelle capacité à retenir de l'eau. Et voilà. Et donc les analyses granulométriques seront toujours plus poussées aussi grâce à ça. Voilà. Écoute, merci Thibaut pour les réponses à ces questions. J'ai vu qu'en parallèle, il y avait des questions dans le chat, mais dont les réponses avaient lieu après, donc c'était un très bon enchaînement. Maintenant qu'on a vu vraiment l'aspect pratique autour de ce bilan hydrique et comment il est présenté chez Syncrop, je te propose, Nicolas, d'enchaîner sur les actions. Comment est-ce qu'on peut déclencher son irrigation avec les solutions de Syncrop? Ouais. Effectivement, il y a eu des questions là, je vois sur les réserves utiles, notamment sans profil de sol. J'espère que ça a répondu à ces questions-là, et notamment sur le calibrage en début de saison. On pourra, si vraiment il y a d'autres questions plus spécifiques, on peut y revenir à la fin, mais voilà, c'est top de voir ça, et merci pour toutes vos questions. On va essayer au maximum d'y répondre à la fin. Concernant du coup le déclenchement de l'irrigation, là, comme on l'a vu, en premier lieu, on a eu un peu un état des lieux, comment aujourd'hui nos outils justement fonctionnent, comment on les calibre, et après c'est bien sûr aussi comment on les utilise. Et donc effectivement, quand on a eu cette question-là, c'était important pour nous d'y répondre. Donc je vous propose de passer à la slide suivante. Peut-être on voulait faire un mini récap sur les sondes de sol, puisqu'aujourd'hui, là on a vu en premier lieu quand même le sujet en bilan hydrique, mais le fonctionnement de la sonde de sol, on ne l'a pas forcément eu énormément. Donc aujourd'hui, nous, on est sur des sondes capacitives qui donc sont justement, on va venir prendre pour avoir une sorte de bilan hydrique finalement mesuré, pardon. Là, on a vu les bilans hydriques calculés avec Iricrop, et donc là, on va être plutôt sur un bilan hydrique finalement qui est mesuré directement dans le sol. On va avoir les composantes météo qui vont être importantes, puisqu'on va avoir besoin d'avoir de la pluviométrie pour voir comment finalement les pluies sont efficaces et rentrent et pénètrent dans le sol et vont être disponibles pour les plantes. Et également donc le capteur sol qui va mesurer la température et l'humidité du sol. Donc ça, aujourd'hui, justement, ça va avoir cette influence-là d'avoir des mesures de l'eau directement disponibles dans le sol, à contrario du bilan hydrique. Là, c'est vraiment une mesure. En général, on gagne un petit peu en fiabilité, mais on reverra après les avantages et les inconvénients des différents outils. Donc, je rentrerai pas forcément trop dans ce débat-là. Et également, donc, on peut aussi bien comme le bilan hydrique réalisé avec Iricrop, on peut aussi facilement se paramétrer ces différents seuils. On reverra ça juste après. Donc, pour être très transparent sur la technologie qu'on utilise, aujourd'hui, en termes de sondes de sol, donc on est sur des sondes capacitives, comme l'a dit Antoine au départ, c'est des sondes qui existent depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, donc on révolutionne pas la technologie. La petite information intéressante, c'est qu'effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, en général, les capteurs, c'est des plaques de cuivre qui émettent un champ électromagnétique dans le sol. Donc ça prend effectivement, ça envoie un champ dans un volume de sol donné. Et en fait, ce champ électromagnétique-là, en fonction de s'il y a une présence ou non plus ou moins forte d'eau dans le sol, il va avoir une réponse, une vitesse de diffusion qui va être différente. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à estimer un pourcentage d'humidité du sol. Donc là, aujourd'hui, nous, on a fait le choix d'avoir une sonde avec 4 capteurs, 10 cm, 20 cm, 40 cm et 60 cm.
On reparlera au niveau des coûts, hein, il y a eu des questions là-dessus. On fait le choix d'avoir 4 capteurs justement pour avoir un petit peu moins de capteurs dans la sonde, parce que finalement, voilà, plus on a de capteurs dans une sonde, plus la sonde va coûter cher. Mais par contre, ça n'enlève pas au niveau de la pertinence, puisqu'on va quand même avoir cette radiographie du sol là qui va justement être faite aujourd'hui, et donc qui va pouvoir bénéficier pour piloter son irrigation. Tout comme effectivement l'ensemble des sondes de sol, hein, du marché, il y a un vrai point d'attention à avoir sur la qualité de l'installation. C'est-à-dire que voilà, il faut qu'il y ait un contact sol justement avec la sonde le plus proche possible. Bien évidemment, vous le comprenez, un champ électromagnétique qui est envoyé dans le sol, si on a un trou, forcément, on perd un peu d'informations. Donc il y a un enjeu de qualité derrière. Concernant la sonde de sol, là, je voulais vous présenter un graphique. Ce graphique-là, en fait, que vous avez justement sur la droite, ça ressemble effectivement à un bilan hydrique, mais on est bien sur un bilan hydrique mesuré. C'est ça là, toute la différence que vous allez avoir avec Iricrop qu'on verra juste après. Donc vous retrouvez en fait l'état hydrique du sol. Là en fait aujourd'hui c'est les 4 courbes qui sont représentées en une seule, mais on peut choisir. C'est-à-dire que voilà, là nous on vous fait une médiane de ces 4 courbes là pour vous présenter un état hydrique du sol et avoir entre guillemets un outil simple. Mais si vous souhaitez avoir la médiane que de la courbe de 0,10 cm ou de celle de 10-20 cm ou justement de la couche des 20 premiers centimètres, on est en capacité de le faire pour que vous puissiez affiner justement votre bilan hydrique mesuré. Et également, en rentrant justement les données du sol, on va retrouver la réserve utile et la réserve facilement utilisable qui va pouvoir nous donner cette indication-là de quand est-ce que je dois déclencher mon irrigation. Et donc, bien évidemment, on le comprend assez facilement. Quand on n'a pas envie d'être en stress hydrique, on vient justement déclencher son irrigation avant même que la plante soit en stress hydrique. Donc, on voit assez facilement le seuil de bas de RFU, hein, qui est le seuil en jaune sur le graphique de l'écran. Et on voit également que dès qu'on y rentre, effectivement, on a justement la courbe qui commence à devenir de plus en plus jaune. Et là, en fait, ce que vous avez également, la barre en vert, c'est l'irrigation qui a été ajoutée et qui, justement, permet de remonter l'état hydrique du sol directement et donc de retrouver un confort hydrique pour la plante. Donc, comment je déclenche ? Effectivement, nous, on vous donne effectivement ce seuil-là, ce bas de RFU. Et après, il y a aussi une stratégie à avoir, c'est que ça reste un outil de pilotage. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être en bas de RFU pour déclencher votre irrigation. Vous pouvez être légèrement au-dessus de ce bas de RFU-là parce que vous savez que votre tour d'eau, il va peut-être prendre 2, 3, 4 jours. Et donc, si vous attendez pile poil le moment d'être en bas de RFU et que vous déclenchez à ce moment-là, peut-être qu'en fonction de la conformation de votre irrigation sur votre exploitation, ce ne sera pas le moment opportun. Donc, il faudra anticiper ça, surtout s'ils n'annoncent pas de pluie dans les jours à venir, puisque ce que vous voyez également sur le graphique, c'est justement les diagrammes de pluviométrie qui sont enregistrés par le Raincrop, mais également les pluviométries futures. On le voit là sur le 24,3, c'est effectivement une pluviométrie qui est estimée dans le futur et donc qui pourra faire remonter l'état hydrique du sol à condition qu'elle ait bien lieu. Donc voilà, ça reste un outil de pilotage. L'agriculteur est décisionnaire et en général, cette décision elle peut être discutée avec un technicien. Mais ça permet déjà d'avoir un bon niveau d'information pour savoir quand est-ce que je dois quand est-ce que je dois déclencher mon irrigation. Si on passe au niveau effectivement bilan hydrique, donc là on est bien au mesuré, on va retrouver sensiblement le même graphique, sauf que là pour le coup on ne pourra pas forcément faire varier en fonction des profondeurs de sol puisque là on n'a pas de capteur dans le sol. Donc pareil, de la même manière, la stratégie d'avoir justement un pilotage intelligent, c'est de pouvoir éviter d'avoir des stress hydriques directement dans les parcelles. Et donc là, vous retrouvez un graphique que j'ai exporté d'un agriculteur sur la campagne précédente qui a fait effectivement son irrigation et qui a piloté cette irrigation-là sur cette parcelle-là. Et donc on voit tous les graphiques en vert, hein, tous les diagrammes, c'est l'irrigation que l'agriculteur a souhaité avoir. Et donc on voit, en fonction de l'évapotranspiration, qu'il a plus espacé aussi en fait son irrigation est vraiment adaptée. Donc lui il n'a pas attendu d'être tout le temps en stress hydrique pour justement irriguer, il s'est mis légèrement au-dessus du bas de RFU et il a souhaité déclencher son irrigation à ce moment-là, ce qui lui permettait de maintenir un confort hydrique stable pour la plante. Donc ça effectivement voilà, c'est aussi une autre manière de piloter. Et donc tout à l'heure il y avait également et la question, et j'en profite puisqu'elle est remontée, est-il possible de cumuler un solar crop avec les sondes capacitives pour plus de précision? À l'heure actuelle, c'est pas forcément possible
Et Thibaut, après, je te redonnerai bien sûr la parole sur ce sujet-là, mais comme là, on est en plein dedans, ça peut être discuté. Mais à l'heure actuelle, c'est pas encore possible parce qu'il faut nous laisser un petit peu de temps, tout simplement. Aujourd'hui, nous, les technologies sondes capacitives, on était distributeurs de solutions depuis quelques années maintenant et on a souhaité aller plus loin en intégrant directement la technologie dans Cencrop. Donc, c'est assez nouveau, mais oui, bien sûr, l'objectif, c'est qu'à terme, on puisse corréler les deux et pour gagner en précision. Peut-être, je sais pas si Thibaut, si tu veux réagir sur ce sujet-là ou si j'ai été assez complet. On peut prendre la question tout de suite, mais c'est tout à fait la vision, Nicolas. En gros, combiner les deux, ça demande quand même un petit peu de travail, de recherche. Aujourd'hui, RICROP est assez particulier. Et donc, pour combiner, ça pourrait se faire via des recherches, chose qu'on est en train de faire cette année. On a des expérimentations en place justement pour combiner les deux capteurs et voir comment on va être capable de gagner sur les deux tableaux, c'est-à-dire la qualité de mesure du seul crop et la capacité de l'IRICROP à piloter plusieurs parcelles. Donc ça, effectivement, voilà, c'est des choses qui vont être travaillées. Peut-être si on va sur la slide suivante. C'est l'évolution des prévisions météo à 7 jours et également l'évolution de la prévision sur justement l'évapotranspiration et donc de pouvoir anticiper aussi est-ce que mes pluviométries vont être assez efficaces pour remonter dans un état hydrique du sol ou est-ce que justement il vaut mieux que j'anticipe avec une irrigation par rapport à ça, sachant qu'on n'a pas du tout développé aujourd'hui la partie prévision météo chez Cencrop, mais on a un gros volet qui aujourd'hui on a vraiment travaillé le sujet pour essayer de répondre aux attentes de nos utilisateurs sur la qualité des prévisions. Donc Nicolas, ouais, je te propose qu'on prenne maintenant la question sur spécifiquement les outils de mesure, donc sonde capacitive ou tensiomètre. Est-ce que tu peux nous en donner un peu plus d'informations sur le sujet et nous parler un peu de fiabilité? Bien sûr. Avec plaisir. Eh ben, on peut passer directement sur la slide suivante. Donc, faut bien comprendre que fondamentalement, c'est deux technologies différentes. Donc, la sonde capacitive, j'en ai parlé, c'est la mesure d'un champ électromagnétique dans le sol et ça s'exprime en pourcentage. Il y a plusieurs horizons directement sur une sonde capacitive. Une sonde tensiométrique, ça va être une mesure de tension de l'eau dans le sol qui va correspondre finalement à la force des racines vraiment à extraire l'eau. Donc c'est vraiment finalement c'est vraiment une sorte de pression, c'est une force que les racines vont devoir exercer pour aller extraire l'eau. Donc c'est deux technologies vraiment différentes qui existent sur le marché. Alors nous c'est vrai qu'aujourd'hui des tensiomètres on n'en fait pas. C'est un choix, on peut pas tout faire non plus et on a considéré que la sonde capacitive était plus polyvalente, plus complète en termes de technologie, mais effectivement les sondes tensiométriques existent aussi sur le marché. En termes de finalement, comment répondre à cette question, c'est plus une question d'approche. On va avoir des points positifs et des points négatifs dans chacune de ces technologies-là. Si on prend les points positifs en termes de sonde capacitive, c'est vrai qu'en termes de fiabilité, on est un peu plus fiable puisqu'on va avoir un screening du sol, une mesure par un champ électromagnétique et donc une surface de sol couverte qui va être plus importante que la sonde tensiométrique. Donc ça, on va gagner en fiabilité sur la mesure de l'humidité du sol dans l'humidité du sol. Également, on a un petit avantage sur le fait qu'une seule sonde fait vraiment une radiographie du sol puisqu'on a plusieurs horizons qui sont mesurés en un seul point. Et en termes de robustesse, alors là, c'est à dire de clients, j'ai envie de dire plus j'ai pas de statistiques à proprement parler, mais voilà, à dire de nos clients qui utilisent différentes technologies, on a effectivement une sensation de robustesse qui est un peu plus forte sur cette technologie-là. Si on compare avec la sonde tensiométrique, on sait qu'on a un prix qui est un petit peu plus abordable. Par contre, il faut toujours le mettre en relation puisque comme on a plusieurs points de mesure dans une sonde capacitive à point de mesure équivalent, on est relativement similaire. Donc en tout cas c'est ça qu'il faut avoir en tête. Par contre, c'est vrai que l'avantage c'est qu'on peut choisir les horizons et du coup à mettre à différents endroits. Donc c'est vrai que ça va être plus polyvalent de cette manière-là. Et également il y a le calibrage qui est un petit peu plus facilité sur la sonde tensiométrique. Maintenant, si on vient sur les points négatifs, la sonde capacitive, elle est un petit peu plus chère en termes de prix, mais encore une fois, avec une qualité et une robustesse qui se veut être là, et également plusieurs points de mesure sur une seule et même point, et également le calibrage au départ qui va être très important, sur la sonde capacitive.
Au niveau de la sonde tensiométrique, on va retrouver une influence de la pose. Alors, on a, dans tous les cas, sur toutes les sondes de sol, on aura toujours une influence de la pose. Une bonne pose va permettre de garantir une bonne installation. Mais c'est vrai que la sonde tensiométrique, elle est très sensible à ça, puisqu'en fait, la différence qu'on a, c'est que la sonde tensiométrique, c'est un contact direct avec le sol. C'est des bougies poreuses, vous les connaissez probablement. Ces bougies-là, elles sont effectivement en contact direct avec le sol, mais dès qu'on a un trou, dès qu'on a une pierre, et qu'on n'a plus un contact sol, comme on n'envoie pas un champ électromagnétique tout autour, on sait qu'on peut avoir une influence et donc des soucis de fiabilité avec ça. Donc on l'a dit, effectivement, ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais une seule sonde, c'est qu'un seul horizon, donc il faut multiplier les sondes pour pouvoir avoir une vraie radiographie du sol. Et en termes de robustesse, pareil, c'est à dire des clients qu'on a un petit peu moins de robustesse sur l'outil. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut bien retenir, c'est que globalement, tout ce qu'on veut, si vraiment on veut avoir une approche locale, forcément les sondes, j'ai envie de dire, vont avoir un avantage, puisqu'on va vraiment avoir une mesure directe dans le sol. Donc ça, c'est vraiment à avoir en tête, finalement, de se dire que si vous voulez avoir un suivi à la parcelle sur une culture en particulier, les sondes vont avoir un avantage. Par contre, vous avez vraiment un avantage aussi avec les bilans hydriques, puisqu'on en a justement parlé. Les bilans hydriques, en fait, vont aussi avoir l'avantage de vous proposer une approche plus globale, une approche macro de votre exploitation, de l'exploitation aussi des agriculteurs que vous accompagnez en tant que conseiller. Et donc, ça va aussi être un vrai sujet d'enjeu de choix stratégiques. Par exemple, est-ce que je commence à irriguer mes pommes de terre vis-à-vis de mon maïs ou de mes betteraves? Et donc, il y a un vrai enjeu de positionnement stratégique. Donc, les deux, finalement, sont assez complémentaires par rapport au terme d'utilisation. Je repensais juste à ça également, peut-être juste sur la question d'avant, je repensais au choix de déclenchement de l'irrigation. Aussi bien dans la sonde capacitive que dans l'irricrop, on a la possibilité de se faire alerter lorsqu'on est en seuil de stress hydrique. Et du coup, voilà, c'est aussi dans des stratégies de choix de pilotage d'irrigation, je viens tout juste d'y repenser. Écoute, merci Nicolas, tu n'avais peut-être pas fini, excuse-moi. Je voulais te repasser la parole, Antoine. C'est parfait, très bien. Et écoutez, on va un peu conclure cette première phase de questions-réponses avant d'aller regarder les autres questions qu'on a eues dans le chat et de les prendre. Juste en termes de conclusion, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que le pilotage de l'irrigation devient de plus en plus important au vu du contexte à la fois climatique, mais aussi réglementaire, économique. Globalement, ce qu'on essaie de présenter aujourd'hui, c'est qu'on a des solutions qui sont simples, accessibles dans l'environnement Sencrop. En tout cas, on a tout fait pour que ce soit le plus simple possible. La performance, on vient d'en discuter longuement. Elle dépend aussi du contexte de chacun, de la calibration qu'on va y mettre dedans sur les bilans hydriques et de l'attention qu'on fait sur l'installation pour les sondes. Donc, c'est vraiment ces points qui sont importants. Et elles sont également accompagnées, ces solutions aujourd'hui. C'est un point qu'on voulait mentionner. En plus, bon, il y a une forte population de conseillers et distributeurs, mais clairement, on essaie de développer des fonctionnalités qui permettent de lier l'agriculteur à son technicien pour qu'il ne se retrouve pas tout seul dans cette expérience, mais qu'il puisse avoir du support pour bien gérer la compréhension de ses données et le déclenchement de son irrigation, mais aussi accompagner en termes de contexte de subventionnement. On a des aides France Agrimaire qui sont disponibles. Alors, ça dépend des cultures, mais renseignez-vous. Aujourd'hui, il y a des aides qui sont mises à disposition pour accéder plus facilement à ce matériel. Ça peut être intéressant. Et donc, le message qu'on voudrait vous passer, c'est allez-y, testez ces outils. D'autant plus si vous êtes déjà client Sencrop, c'est une option supplémentaire, mais qui se veut être le plus accessible possible. Et donc, la dernière slide, c'est l'occasion pour nous. Le but, c'était pas de faire un webinaire commercial, vous l'avez compris, on a été très technique, mais juste bien vous informer qu'on va faire une offre, ce qu'on appelle une offre de printemps sur le mois d'avril, pour proposer un tarif attractif sur l'abonnement à ces solutions. Donc, si vous êtes déjà client au plan Météo Pro, on a un module d'irrigation une parcelle qui est très utile, notamment dans le cadre des sondes de sol, qui est accessible à moins de 280 € par an, le pack plan Météo Pro et module d'irrigation. Et on a aussi l'option d'avoir un module d'irrigation pour 5 parcelles, notamment intéressant, soit sur plusieurs sondes de sol, soit dans le cadre du bilan hydrique. Et donc, un pack à moins de 430 € qu'on propose. Donc, clairement, on se donne les moyens de rendre ces solutions accessibles. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de vos distributeurs, soit de vos contacts chez Sencrop pour accéder à ces offres. Voilà pour la première phase de questions-réponses. Ce que je vous propose, Thibaut et Nicolas, c'est de regarder dans l'onglet questions. Et je vois qu'il y a pas mal de questions qui ont reçu plus de votes que d'autres, donc on peut peut-être commencer. Je te laisse, Nicolas, prendre ça.
Exactement, je vois la question de Bertrand de Noël. Bah, merci beaucoup, Monsieur de Noël. Je vois la sonde capacitive n'est pas très adaptée en sol caillouteux. Pour moi, on a une indication de la teneur en eau du sol, mais on ne sait pas si elle est réellement disponible pour la plante. Quel est votre avis? A-t-on besoin de plusieurs sondes? Quelle durée de vie de ces sondes capacitives? Plusieurs questions en une seule. Je vois qu'il y a eu 5 votes, donc on va la traiter en plusieurs étapes. Sur l'indication de la teneur en eau du sol, normalement, on a essayé d'y répondre avec notamment le calibrage du sol. Même en fait, dans cette sonde capacitive, on va avoir une évolution de la teneur en eau du sol, mais également c'est bordé dans une réserve utile de ce sol-là. Et c'est ce qu'on a justement essayé de montrer, c'est que comme c'est bordé dans cette réserve utile-là, on est en capacité de voir si on est en stress hydrique ou si on ne l'est pas. En fait, c'est vraiment ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, et ce qu'on essaye réellement de faire, c'est de vous proposer un outil aussi bien Irricrop d'avoir un bilan hydrique calculé que d'avoir un bilan hydrique mesuré, mais qui va être utile justement dans le déclenchement du pilotage de l'irrigation pour vos cultures. Donc c'est ça mon avis. Sur le fait d'avoir besoin de plusieurs sondes, bah, en fait on sait très bien que et je pense qu'il y a eu aussi la question qui est apparue. Il y a eu la question qui est apparue aussi pour savoir s'il y a besoin d'avoir plusieurs sondes par parcelle. En fait, ça va être aussi des stratégies qui vont dépendre vraiment de vous, en tant qu'agriculteur, d'avoir finalement le plus d'informations possible. Parce que si effectivement vous multipliez les points de mesure, vous allez avoir plein d'informations. Mais est-ce que vous allez être en capacité d'ingérer ces informations pour avoir aussi le pilotage adapté, de mettre plus de millimètres à tel endroit, de mettre moins de millimètres à tel endroit? Donc, j'ai envie de dire, voilà, c'est plus on met de capteurs, plus on a d'informations, effectivement, et après, plus on peut affiner son pilotage, mais ça demande aussi un coût d'investissement parce que forcément, les capteurs sont ce qu'ils sont, et donc il y a un coût d'investissement supplémentaire, plus on rajoute des capteurs, et après, il faut arriver à avoir la capacité d'interprétation. Et en termes, effectivement, de robustesse, de durée de vie, on est effectivement sur plusieurs années, on va avoir des capteurs qui vont durer au-delà de 5 ans sans problème, quoi. Oui, merci Nicolas. Thibaut, peut-être tu voulais réagir sur la partie plusieurs sondes. J'ai vu qu'effectivement, il y avait une question de Monsieur Jumel sur la même chose. Quand on a des sols hétérogènes, Thibaut, est-ce qu'il y a une recommandation sur comment choisir finalement où on va mettre sa sonde si on n'a pas la capacité financière d'investir dans plusieurs sondes? Est-ce qu'on a des recommandations sur le choix de la zone où venir positionner sa sonde? Oui, alors, bon, là, sur cette partie-là, l'idée est toujours de réfléchir, c'est quoi l'action finale? L'action finale va être de déclencher l'irrigation. Donc, placer son capteur dans la zone la plus limitante peut être une stratégie justement pour, voilà, on va piloter vraiment son irrigation sur la zone où on sait qu'il y a le moins de potentiel hydrique. Donc, on va être sécuritaire dans les zones, le reste de la parcelle, mais cette zone, on va venir au moins sécuriser du rendement sur le moins bon. Ça va mener à une surconsommation sur le reste de la parcelle, mais aujourd'hui, on a très peu de systèmes qui sont capables de moduler l'irrigation, voire pas du tout. Aujourd'hui, en France, c'est encore peu développé. Donc, l'idée va être plutôt de piloter sur voilà, cette zone limitante, et comme ça, on se met en sécurité derrière. Je peux prendre également, je me permets d'enchaîner sur les questions pour essayer de donner du rythme. Je me permets de répondre aux questions sur les sols à faible profondeur. C'est une vraie question, hein, justement. Je vois qu'il y a des questions sur les sols qui font 30 cm, 25 cm. Effectivement, aujourd'hui, les sondes sur les sols, ce type de sol-là, elles sont pas forcément adaptées parce qu'aujourd'hui, elles font 60 cm. On travaille pour multiplier en fait le nombre de profondeurs pour avoir des nouvelles profondeurs, mais aujourd'hui, elles ne sont pas encore sorties. Donc, c'est vrai que si vous voulez avoir différentes profondeurs sur les sondes capacitives, à l'heure actuelle, c'est pas encore totalement disponible, mais c'est des choses qui sont travaillées. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous directement parce qu'on pourrait vous proposer des solutions. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les sondes à faible profondeur de sol, on va moins le conseiller. On va peut-être un petit peu plus conseiller le bilan hydrique à l'heure actuelle. Ok, merci Nicolas. Je vois qu'il y avait aussi une question un peu technique sur la fréquence d'émission de la sonde capacitive. L'utilisation de la 4G n'est-elle pas énergivore? Quelle est la durée de vie de la pile? Donc c'est plutôt sur le matériel, celle-ci, Thibaut, si tu veux commenter. Oui, bien sûr. Donc oui, sur ce nouveau capteur, aujourd'hui, la fréquence d'émission, on s'est aligné sur ce qu'on fait sur les autres capteurs, c'est-à-dire un envoi de données, une mesure toutes les 15 minutes.
Et cette donnée-là, on va l'exploiter au niveau horaire ensuite. Mais voilà, comme les autres capteurs chez Cencrop, on va travailler au quart d'heure. Et en effet, c'est un capteur 4G. Ce capteur en 4G, ça ne change pas grand-chose au niveau consommation par rapport à un capteur classique qui peut être en Sigfox ou en LoRa, parce qu'on a des piles plus robustes aussi dans cette partie-là. C'est une conception un petit peu différente, mais voilà, sur la durée de vie des piles, aujourd'hui, nos fournisseurs nous annoncent 5 ans de durée de vie. C'est la première année, évidemment, qu'on met ça en route. On n'en doute pas, mais voilà, on nous annonce 5 ans de durée de vie sur ces piles. Peut-être, effectivement, une autre question technique. À quoi est relié le fil électrique que l'on voit sur la photo? Je ne sais pas si Thibaut y a répondu. Ah non, oui, mais c'est vrai, elle était juste au-dessus. Ouais. Le fil est connecté au boîtier, tout simplement. On connecte la sonde. En fait, on va installer la sonde capacitive avec le fil non branché, ce qui permet d'avoir de la souplesse pour l'installation. Une fois que c'est installé, on a une petite prise qui permet de connecter la sonde au boîtier. Et à ce moment-là, on a juste à allumer le boîtier et voilà, ça démarre. Peut-être question également très technique entre les différences justement des sondes capacitives sur des sols très caillouteux. Effectivement, aujourd'hui, voilà, toutes les technologies ont des avantages, des inconvénients en fonction des types de sols, et c'est aussi pour ça que, en tout cas, vous, en tant que conseiller qui êtes directement en contact avec les agriculteurs, vous pouvez apporter ces réponses-là directement auprès des producteurs. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on essaye d'adapter la meilleure solution, la meilleure réponse en fonction de chaque agriculteur, en fonction de leur type de sol. Et donc voilà, on essaye d'être effectivement de bons conseils là-dessus. Nicolas, je vois qu'il y avait une question, la toute première, sur la première slide ou une des premières slides sur le coût Oui. de la sonde Soilcrop. Et elle a été bien votée aussi. Ouais, bien sûr, effectivement. Alors aujourd'hui, en termes de coût, au niveau sur la sonde en tant que telle, on est aux alentours de 1 100 € en termes d'investissement matériel, en termes de coût. Donc, comme je le disais, on a choisi d'être assez agressif en termes de prix au niveau d'une sonde capacitive, puisque bon, voilà, on n'est pas les seuls à en proposer sur le marché, mais on souhaitait vraiment avoir une position assez unique pour vous apporter une accessibilité la plus forte possible sur cet outil-là. Et donc, voilà, on a un investissement qui est conséquent, mais qui permet d'avoir un outil quand même robuste et qui peut être adapté pour un bon nombre d'exploitations aujourd'hui avec ce coût-là. Maintenant, c'est vrai que voilà, sur tous les autres coûts, les aspects, enfin, on peut en discuter, mais n'hésitez pas aussi à nous faire une demande de devis directement, comme ça. Ce sera aussi l'occasion d'adapter, justement, d'être de bons conseils pour chaque exploitation. Et justement aussi de vous rapprocher de vos distributeurs. Merci Nicolas pour les précisions sur l'offre, effectivement. Après, il y avait une question sur les cultures sous abri, les cultures hors sol, à la fois sur le bilan hydrique et sur la sonde de sol. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre. Je peux répondre, ouais, bien sûr. Alors, au niveau de la culture sous abri, pour piloter l'irrigation, on va plutôt préconiser le Soilcrop, c'est-à-dire le capteur capacitif. Ce sera plus précis en tout cas, de mesurer directement l'état hydrique du sol sous abri, sachant que les capteurs, on va les mesurer. Le bilan hydrique est basé, comme je disais, sur le vent, l'irradiation solaire, sauf que sous abri, ces informations-là peuvent être biaisées, ou en tout cas incorrectes par rapport à ce qui se passe dehors, évidemment. Pour la culture hors sol, le problème qu'on pourrait avoir avec le Soilcrop, c'est que, évidemment, on ne pourra pas l'installer. Donc, aujourd'hui, il y a des capteurs différents qui existent sur le marché, mais qui ne sont pas très performants. Voilà. Le Soilcrop est quand même assez compliqué. Enfin, ce ne sera pas utilisable dans ce cas-là. Au niveau du SolarCrop, tout dépend du dispositif. Encore une fois, ça, c'est des choses à discuter, à analyser au cas par cas. Évidemment, un bilan hydrique sera toujours plus performant dans une parcelle classique. C'est ce pourquoi il a été développé à la base également. Voilà. Merci Thibaut pour la réponse. On a bien attaqué les questions. Je vois une question sur le maïs semence. En quoi le fait d'avoir renseigné sa culture et spécifiquement la typologie de son maïs, donc maïs semence, ça va influencer le bilan hydrique
Je pense que tu l'as dit Thibaut, mais tu peux peut-être le rappeler. Ouais, bah, c'est au niveau de la consommation. En fait, on va avoir pour chaque typologie de culture un paramétrage très spécifique. Donc, que ce soit au niveau des stades ou au niveau de l'enracinement et voilà, de la consommation en eau. Donc, renseigner cette information, évidemment, on va avoir un décalage entre voilà, une adaptation par rapport à la culture. C'est ça que je veux dire, une adaptation des paramètres. Yes. Et du coup, ça fait la transition avec une question qui nous est posée par rapport à l'outil d'Arvalis, qui est Irelis, hein, évidemment. Je pense que c'est important de rappeler que nous, Sencrop, je l'ai mis en introduction, nos gros atouts sur le bilan hydrique, c'est la connexion des agriculteurs, la capacité à faire un bilan qui soit hyper facile d'utilisation, qui tourne directement sur les stations des agriculteurs. Et avec ce capteur d'irradiance, on a montré avec Thibaut l'importance d'avoir une mesure dans un rayon de 7,5 km autour de la parcelle. Pour autant, on a une stratégie ouverte. C'est-à-dire que demain, on est capable de faire des partenariats pour intégrer des données sur la connaissance des types de sols, sur pourquoi pas les données liées aux cultures, hein, les cassés, et on est ouvert. Donc, on n'a pas vocation à se positionner réellement en concurrence. Ce qu'on veut faire valoir, c'est plutôt les atouts qu'on apporte sur l'accessibilité, la facilité d'utilisation et la donnée ultra locale. Je pense que c'est important de le rappeler. Après, il existe toujours une connexion entre l'API de Sencrop, c'est-à-dire notre interface pour exporter des données météo, vers irelis.fr. Vous avez cette fonction qui est toujours disponible dans l'application Sencrop. Nicolas, je te laisse compléter si Ouais, tu bien souhaites. sûr, je peux complètement compléter. Donc c'est voilà, je pense que tu as très bien répondu à la question. Il y a aussi un sujet de positionnement, puisqu'aujourd'hui Arvalis est franco-français et aujourd'hui nous on se développe aussi à l'international et il était important pour nous d'avoir des référentiels internationaux. C'est pour ça qu'on est dans un système ouvert et que effectivement demain on est complètement à même d'intégrer des données d'Arvalis dans nos outils, mais pas que, puisqu'on aura aussi justement des besoins sur d'autres pays et donc c'est aussi voilà cette stratégie-là et donc on pense que ce facteur d'être multiporte et multi-connaissance permettra d'être justement pertinent partout dans tous les secteurs. Ouais, c'est exactement ça. Et en plus, on a cette donnée du Solar Crop qui n'est pas pris en compte aujourd'hui dans Irelis. Pourtant, on reste des très bons partenaires d'Arvalis puisqu'on a intégré notamment l'outil Milios. Hein. Mais effectivement, dans le contexte que tu rappelais, Nicolas, là, c'est cette approche-là qu'on a choisie. Je pense qu'on arrive peut-être au bout des questions. Je ne sais pas, Thibaut et Nicolas, si vous avez une question auquelle on n'aurait pas répondu et qui était très importante. Alors peut-être hors sol sous abri, on l'a traité. Il y a une dernière question là justement sur ça. Je ne sais pas si Thibaut, tu veux compléter. Oui, enfin, c'est ce que je viens d'expliquer un petit peu avant. Hors sol sous abri, voilà, faut explorer un petit peu les dispositifs. C'est vrai que ça représente moins la cible des capteurs qu'on est capable de proposer. Après, évidemment, il y a du cas par cas à aller analyser. C'est un peu ça l'idée. Et n'hésitez pas à faire une demande de renseignement ou nous adresser un mail. On sera ravis de pouvoir explorer des collaborations ou des cas d'usage plus précis. Bien. Eh bien, écoutez, Nicolas, Thibaut, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci à tous. On était plus de 100 connectés. Donc, c'est vraiment un sujet voilà, qui vous intéresse et sur lequel on va continuer d'investir techniquement, mais aussi sur l'accès au marché, en relation aussi avec des conseillers, des distributeurs. Donc, on est ravis de pouvoir mieux avancer sur ce sujet d'irrigation. Merci aussi à la régie, à Laure, qui nous a aidé pour le webinaire et le petit couac de début qui s'est finalement très bien résolu. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous via vos contacts Sencrop ou via ce QR code pour la partie devis. Et puis, écoutez, on va fermer la session maintenant. Merci à tous. Très bonne journée. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.